Monsieur le directeur général, un usager qui a été vidéo-verbalisé pendant 6 mois. Donc, il a accumulé des contraventions jusqu'à, par exemple, 100-150 000 francs CFA. Il le sait peut-être ou pas, parce qu'il a reçu entre-temps quelques notifications, pas toutes. Il décide de voyager, il va à Yamoussoukro, et on l'arrête après ou avant le premier péage. On lui demande de payer toute la somme. Pourquoi l'urgence de payer là tout de suite? Les instructions de M. le ministre des Transports sont claires. Il y a la possibilité de faire une entente et de faire des paiements échelonnés. Et ça, c'est depuis quand? Depuis plus de 2 ans. Ces instructions, on est passé sur plusieurs plateaux où on a donné l'information qu'effectivement, vous avez la possibilité de faire des protocoles et donc d'avoir des ententes pour échelonner le paiement des amendes. Et si les agents refusent d'arriver à cet accord? Ce qu'ils font souvent, et ça il faut le reconnaître, c'est qu'ils font comme ils avaient l'habitude de le faire dans le passé, donc ils vous donnent un papier en retenant les pièces du véhicule et en vous demandant donc de pouvoir continuer à circuler. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Bon, je ne veux pas rentrer dans le mode opératoire des forces de l'ordre, mais je peux vous garantir que tout ce qu'ils font dans le cadre de ces activités est encadré par la loi et je me mets à leur place. Un agent de police ou un agent de gendarmerie qui, à partir de son smartphone, reçoit une alerte qui dit que vous êtes en infraction, il ne peut qu'appliquer la loi. Il ne peut qu'appliquer la loi et aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à des technologies. Même, excusez-moi, sur des voies, une fois, moi, j'ai été appelé par un maire d'une commune du Nord où, sur une unité donc, de la gendarmerie qui était prédisposée, un de ces véhicules avait été pris là-bas parce qu'effectivement, ça avait tagué sur le smartphone donc, de ce gendarme. Voilà ce que je peux dire sur la question. Très bien. Gaël? Alors, pour la question, moi, je vais venir sur la question de la mutation parce qu'elle est focale, elle est très importante parce qu'il faut que, on va le dire, chaque véhicule corresponde à son propriétaire. Et tout à l'heure, le DG l'a dit, effectivement, on a pu le constater, le ministère avait lancé une opération pour permettre aux citoyens de venir, de faciliter. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de lenteur au niveau de la mutation. Et pour l'usager, qui est occupé, on va dire, dans son quotidien, aller faire une mutation ressemble, excusez-moi du terme, à un chemin de croix. On ne peut pas venir avec une pièce, avec la carte grise, à un endroit précis, donner les noms, les références, et puis retourner au boulot, et puis avoir le papier d'ici une semaine ou bien. Vous êtes obligé de faire la démarche ici, aller dans un autre endroit, après faire pose de plaque et tout ça. C'est un peu lourd, ce qui fait que certainement, ils ont pu constater que les gens ne se sont pas mobilisés pour venir. Sinon, ils ont bien envie de faire ces mutations-là. Donc c'est important, je veux mettre ça au point des suggestions. Est-ce qu'il faut que le ministère voit de ce côté? Il faut vraiment faciliter la question. Maintenant, question, on suppose que j'ai mon véhicule. Et puis, j'ai accumulé, effectivement, les différentes contraventions jusqu'à un certain niveau. Je suis à 200 000. Est-ce que l'État, ou bien est-ce que la législation ne permet pas qu'on fasse quand même des réductions si on veut payer? Allez-y, monsieur le directeur général. Alors, sur le premier point, si j'ai bien compris, avec la fin en termes de pose de plaque, peut-être que vous parlez de l'immatriculation initiale. Qui est différente de la mutation, qui est le changement de propriétaire. Oui. Voilà, donc la mutation qui est changement de propriétaire, c'est beaucoup plus fluide. Il y a 40 centres de gestion intégrés aujourd'hui repartis sur l'ensemble du territoire national. Que vous trouviez à Mans, à Korogo, vous avez un centre de gestion intégré. Le centre est produit là-bas. À l'époque, on était à 72 heures. Mais aujourd'hui, ça prend en moyenne entre 15 jours, il faut reconnaître, entre 15 jours et 1 mois, malheureusement, parce qu'il y a des vérifications que donc l'administration souhaite faire, des vérifications postérieures avant donc la restitution. J'en ai déjà vu des usagers qui disent avoir fait plus de 6 mois à attendre. Non, c'est pas pour la. 6 mois, j'ai déjà vu des. Non, pour la mutation, logiquement, c'est pas possible. Mais pour l'immatriculation initiale, effectivement, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, puisque aujourd'hui, c'est au niveau donc du guichet unique automobile. Je pense que le ministère a beaucoup communiqué là-dessus. Il y a beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de situations un peu difficiles au niveau du guichet unique, même avec des poursuites judiciaires et tout. L'État est en train d'y travailler. Nous apportons notre contribution. L'idée, véritablement, c'est de faire en sorte que, je pense,
dans un délai maximum de 10 jours, un véhicule puisse être immatriculé. Pour ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous faisons des propositions. Il y a 3 processus au niveau de l'immatriculation. Il y a un processus administratif avec plusieurs administrations qui communiquent. Il y a un processus opérationnel avec 4-5 opérateurs qui interviennent. Et puis à la fin, il y a un processus logistique. Donc il faut que le véhicule puisse être là, qu'on puisse le déplacer, etc. Donc c'est d'arriver à avoir un système, et c'était ça donc l'objectif de l'État. Au départ, c'était ça l'objectif de l'État, de mettre en place un système de gestion intégrée interopérable qui permet d'avoir l'information avant même que le véhicule ne rentre sur le territoire national. Qu'on a un premier niveau d'information avant même que le véhicule n'arrive et que donc lorsqu'il vient, la procédure se fait beaucoup plus rapidement. J'ai bon espoir, je vois effectivement qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du guichet unique par l'administration pour que ça puisse être réglé. Et justement, dernièrement, on a eu l'impression que les dirigeants, le directeur général du guichet unique vous a pointé du doigt en estimant que les lenteurs étaient dues à Akipux. Comment vous réagissez? Bon, sur ce point, vous savez, lorsque vous avez un processus, il y a des éléments qui permettent de verrouiller l'ensemble du dispositif. L'élément qui verrouille le dispositif et qui agrège le dispositif au niveau de l'immatriculation initiale, c'est la carte grise. Donc si en amont, donc les actions qui sont portées en amont comportent soit des incohérences au niveau des informations ou un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas donc de ressortir au niveau de la carte grise, on ne peut pas produire. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Allez-y. Il y a une liste de villes dans le monde. En Côte d'Ivoire, il y a à peu près, nous, dans notre base de données, on a à peu près 52 000 villes. Où, par exemple, monsieur est né à Zouaounié. Nous l'avons dans la base de données, monsieur est né à Zouaounié. C'est une information qui doit apparaître sur la carte grise. En amont, le système qui est en amont n'a pas la même amplitude en termes de nombre de localités. Donc, à la place de Zouaounié, mais autre. Nous, notre système ne permet pas donc d'éditer une carte grise avec une information autre. Vous comprenez? Donc, systématiquement, il y a ces situations donc de rejet. Et c'est pour cela que, de plus en plus, nous militons à ce que ce système interopérable qui avait été donc imaginé par l'État, qui était dans le cadre donc du système de gestion intégrée, qu'on puisse revenir à cela et faire en sorte que l'ensemble des acteurs se retrouvent au niveau d'une plateforme interopérable, qu'on prenne des dispositions pour que, avant même l'arrivée du véhicule sur le territoire national, cette information-là soit disponible quelque part, que les concessionnaires qui ont tout l'outillage et l'aménagement puissent faire en sorte que les véhicules puissent être vendus immatriculés avec les plaques posées, que les vendeurs de motos, qui arrivent en pièces détachées, vous savez que les motos rentrent en Côte d'Ivoire en pièces détachées et sont remontées, qu'on fasse en sorte que donc, ces motos, lorsqu'elles sont remises aux propriétaires, puissent avoir une plaque et une carte grise. C'est possible. Et à ce niveau-là, nous sommes tout à fait disponibles, en tout cas pour accompagner et faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. D'accord, un dernier tour de table avant de vous laisser partir. Mon Manour Diarsouba, allez-y. Oui, monsieur le directeur, en fait, avec la vidéo-verbalisation, pardon, on demande aujourd'hui de la discipline parfaite, mais on est dans un environnement qui n'est pas forcément parfait, qui est un peu imparfait. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, Kipux ne gère peut-être pas la voirie, mais on a certaines routes où il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de bande blanche, il n'y a pas de signalisation, il y a des routes qui sont dégradées sur le côté droit, donc vous êtes obligé de prendre le sens interdit sur le côté gauche. Il y a des feux tricolores qui peuvent faire 1 semaine ou 2 semaines ou parfois plus sans marcher. Ça m'emmène à une question politique. On est fort pour sanctionner rapidement, mais on est lent aussi pour corriger certaines choses. En 2024, la gendarmerie a dit avoir récupéré environ 2 milliards au niveau des recouvrements. Aujourd'hui, je veux savoir, les 2 milliards, en toute transparence, dans quoi ça a été mis? Est-ce que ça a été réinvesti dans des feux tricolores? Est-ce que ça a été réinvesti dans le marquage des routes? Et deuxième et dernière question, c'est que parfois, il y a les embouteillages, vous avez des policiers qui font la circulation. Donc le feu est rouge, mais le policier vous dit de continuer. Est-ce qu'en ce moment-là, la vidéo-verbalisation est activée ou comment ça se passe? Est-ce qu'on est rattrapé par le fait d'un policier qui nous a dit de passer alors que le feu est rouge? Non, pas du tout. Et sur les infractions au niveau donc des feux tricolores, également là-bas aussi, on est en baisse
par rapport à... C'est une question qui revient souvent, hein, de dire oui, mais est-ce que effectivement, lorsque un agent de police circule, gère la circulation, on peut être verbalisé, pardon, je dis non. Pardonnez-moi, mais et les policiers qui s'arrêtent juste après le feu, vous voyez, il y a la vidéo-verbalisation Oui. qui vous prend, et il y a l'autre policier qui est là-bas qui vous attend. Mais comment vous savez que la vidéo-verbalisation vous a pris? Moi, l'opérateur, je vous confirme que lorsqu'une voie est gérée par un agent de force de l'ordre, vous n'êtes pas vidéo-verbalisé lorsqu'il vous fait passer au feu tricolore. Maintenant, si il y a une personne qui a reçu un PV de contravention au moment où, effectivement, un policier faisait, bon, je souhaite qu'il puisse peut-être le notifier et puis bon, on verra ce Quand vous dites le notifier, ça fait plusieurs fois que vous le dites, il faut se rendre dans un centre qui puisse. Oui. Et il y a différents canaux, hein. Il y a différents canaux pour le faire, mais je confirme effectivement que lorsqu'un agent de force de l'ordre gère la circulation, vous n'êtes pas en situation donc d'être vidéo-verbalisé pour un non-respect de feu. D'accord, très bien. Les 2 milliards d'euros. Les 2 milliards. Oui. Bon, ça, c'est une question, je sais pas d'où vient le chiffre. C'est la gendarmerie qui l'a dit, en 2024. Bon, peut-être qu'il faut poser la question. Non, peut-être que, bon, si on veut reformuler cette question, voilà. On pourrait dire où va l'argent de la vidéo-verbalisation? Oui, bon, l'argent de la vidéo-verbalisation s'inscrit dans le cadre d'un modèle économique et financier qui permet donc à un opérateur de lever les fonds à ses risques et périls, de financer donc l'activité, donc l'acquisition des radars à 100%, de l'exploiter à ses risques et périls et faire en sorte effectivement que la quote-part qui revient à l'État puisse lui être reversée. Donc globalement, les sommes qui sont générées dans le cadre donc, de la vidéo-verbalisation sont dans le cadre de ce modèle qui permet effectivement de réaliser des investissements importants. Et une des questions de l'immatriculation initiale, c'est ça aussi. Il y a des investissements importants à pouvoir réaliser, l'infrastructure technologique. Aujourd'hui, nous utilisons des serveurs qui sont pratiquement les mêmes que les grosses banques localement, parce qu'on a un service qui est au niveau national, on a beaucoup d'interactivité. L'année dernière, le système a envoyé pratiquement 8 millions de SMS. Notre système a quand même géré, brassé à peu près 8 millions de SMS qui ont été envoyés. Donc, globalement, ces ressources-là permettent d'assurer l'équilibre, de faire en sorte que ça puisse marcher, que la maintenance puisse être faite, que lorsque ces équipements, parce qu'il y a le risque d'obsolescence aussi, hein, lorsque ces équipements, après 5 ans, ont besoin d'être renouvelés avec des technologies actualisées, que l'investissement initial qui a été fait puisse être repris, donc pour changer l'ensemble des équipements, ainsi de suite. Landry ? Voilà. Alors, Ali, je voudrais dire qu'il ressort de cet entretien fort louable, que nous avons de quoi être fiers, hein, fiers en tant qu'Ivoiriens, parce que la volonté d'un État qui se veut sérieux, c'est de pouvoir construire sa souveraineté technologique et économique. Nous avons donc un État qui construit son économie et ses performances dans un partenariat public-privé. Mais dans ce partenariat public-privé, le choix préférentiel est souhaité porter sur des nationaux. Aujourd'hui, qui antérieurement était tenu par un capital entièrement étranger, est un capital aujourd'hui qui est porté par les Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire et puis un national. C'est important de le souligner. Et donc, c'est une volonté de l'État de Côte d'Ivoire qui est mise en œuvre dans celle de pouvoir faire émerger des champions nationaux. Alors, ce champion national, là, certes, dans sa démarche, il est assez jeune, bien sûr, a besoin d'être accompagné. Il va falloir lui apporter tout le soutien nécessaire afin qu'il réussisse. J'ai entendu que le Gabon vous sollicite. C'est heureux. C'est l'expertise ivoirienne qui a porté son fruit et qui sera expérimentée ailleurs. C'est important de le souligner pour le reste. C'est vrai que l'on demande aux Ivoiriens d'avoir une exigence collective en termes d'exemplarité, et que cette exemplarité soit accompagnée dans l'amélioration aussi du réseau routier. C'est un effort collectif qu'il va falloir mener et puis regarder aussi les mesures d'accompagnement comme celles des travaux d'intérêt généraux qui seront fort utiles pour tous ceux qui sont des usagers de la route et qui devraient emporter la démarche citoyenne et civique. Merci beaucoup, Landry. Alban ? Oui. Ensuite, Gaël. Gaël, vous êtes intervenu tout à l'heure, non? Non, ma question est restée en suspens. Alban, allez-y. Ok. Bon, déjà, je voudrais faire une suggestion et terminer par une question. Bien sûr, allez-y. Tout à l'heure, relativement à tout ce que le directeur a exposé, on comprend qu'il puisse prévoir des alternatives ou du moins des voies et moyens pour pouvoir déposer un recours au cas où on n'est pas d'accord, lorsqu'on a été vidéo-verbalisé à tort. Mais là où il y a une autre problématique, c'est le fait de devoir payer des sommes importantes une fois pour de bon, parce qu'on a cumulé beaucoup de contraventions et beaucoup d'amendes
impayés. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de prévoir dans vos applications, justement, puisque vous avez des applications disponibles, des systèmes de wallet qui permettent aux usagers de pouvoir déposer... Le wallet, c'est un portefeuille électronique. Voilà, déposer, par exemple, des sommes un peu comme une assurance. Je prends un exemple, je suis automobiliste, je dépose 25 000 francs par mesure de sécurité là-bas, de sorte à ce que je sois défalqué à chaque fois. Ça serait intéressant pour ne pas être surpris. Voilà. Maintenant, pour la question, je voudrais savoir, ça, je pense que beaucoup d'Ivoiriens se posent la même question. C'était tout à l'heure, vous aviez un peu emboîté le pas. Est-ce que Q-Plus fait de l'argent sur les contraventions? Je veux dire quoi? Est-ce que plus il y a de contraventions ou bien plus il y a d'amendes, ça fait le bonheur de Q-Plus? Est-ce que ça fait le bonheur de Q-Plus? Malheureusement, j'aurais, mais... C'est important de mais nous recevons un loyer donc de l'État qui a plafonné, qui est un loyer fixe d'ailleurs qui diminue d'année en année. Bon, on est en train de... Malheureusement pour vous, heureusement pour l'État. On essaye à travers un avenant d'essayer de revoir un peu cette situation parce que c'est plafonné, contrairement à ce qui se fait un peu dans le monde où effectivement l'opérateur a un pourcentage sur le montant des amendes. L'idée de wallet est très bonne. Moi, je dirais même dans le cadre des entreprises de location de véhicules. On a déjà mis à leur disposition l'assignation. Donc, lorsque quelqu'un loue le véhicule, ils ont la possibilité de lier. Aujourd'hui, ils prélèvent un petit montant en termes donc de garantie, de dépôt de garantie par rapport aux éventuelles contraventions. Mais on pourrait effectivement, en bonne intelligence avec l'administration, parce qu'il s'agit aussi de réglementation, faire en sorte qu'à travers ce wallet-là, ils aient la possibilité de bloquer un montant forfaitaire, comme quand vous allez en Europe dans un hôtel, on bloque un montant sur la carte au cas où vous avez une situation anormale et puis après on vous le restitue ou bien il peut être utilisé. C'est une bonne idée. Alors, Aoumanga Lakpa, très rapidement. C'est ma dernière prise de parole. Je voudrais féliciter le directeur et puis toute l'entreprise Tour qui puisse aussi avec l'État de Côte d'Ivoire pour le travail qui a été fait parce que cette entreprise est sur place pour réduire le taux d'accident, pour réduire le taux de mortalité sur nos routes et puis aussi arriver au civisme routier. On voit qu'effectivement dans les habitudes des Ivoiriens, on a des résultats. Tout ce qu'on vient d'évoquer sont des aspects techniques qu'il faut améliorer. Et bien sûr, je sais que vous êtes toujours à la tâche pour pouvoir améliorer et c'est à saluer. Maintenant, je viens pour finir sur ma question. Je dois 200 000. Est-ce qu'on peut me faire un taux de réduction? Est-ce que c'est possible avec Q-Plus? Bon, d'abord, nous, comme je vous ai dit, en termes de traçabilité, aujourd'hui, le Trésor a tout. Donc, sur la traçabilité des montants, ils ont tout. Donc, nous, de façon unilatérale, on ne peut pas faire de remise. On ne peut pas faire de remise parce qu'on va devoir justifier après, parce qu'il y a des séances de réconciliation où, effectivement, lorsqu'il y a des écarts qui sont constatés, il y a des justificatifs à apporter, puisque la traçabilité est totale. Mais ce que je dis, c'est une question de réglementation. Si aujourd'hui, par rapport à ces mesures d'accompagnement, des décisions sont prises par rapport à des personnes, c'est un peu comme le surendettement. Vous voyez, en Europe, souvent, des personnes se trouvent en situation de surendettement et vont vers l'administration pour essayer de trouver donc des alternatives pour sortir de cette situation. Mais j'insiste, le point, c'est déjà de reconnaître qu'on a fauté. Tant qu'on ne reconnaît pas effectivement qu'à un moment donné, pour des raisons qui peuvent être justifiées ou pas, qu'on reconnaisse qu'à un moment, effectivement, j'ai fauté, je n'ai pas respecté la réglementation, je n'ai pas respecté le code de la route. Et en toute humilité, je viens vers l'administration pour essayer donc de trouver une situation à ma dette. Et je pense qu'il faut le faire rapidement avant que le volet judiciaire soit ouvert. Parce qu'en Europe, lorsque les délais administratifs sont passés, tout ce volume-là est transféré au parquet et c'est un juge qui vous convoque pour vous dire mais les infractions routières, c'est sérieux. Il faut que nos populations comprennent que c'est des choses sérieuses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore profiter. Donc, je ne vais pas dire de la mansuétude de nos autorités, mais du fait qu'il y a cette question d'acceptabilité du dispositif qui fait qu'on a des montants les plus bas au monde pour nos amendes. Ensuite, on reste encore dans le cas de recours administratifs qui peuvent, et qui normalement, même à un certain moment, doivent basculer autour du judiciaire. Donc les 200 000 que vous n'avez pas payés, à un moment, vous pouvez vous retrouver donc devant un juge à expliquer pourquoi vous avez récidivé autant
Pourquoi vous avez autant enfreint au code de la route pour vous retrouver à 200 000 francs d'amende? Et là, c'est une décision de justice. Sans préjudice de peine d'emprisonnement. Hein. Oui, c'est sérieux, les infractions. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de NCI 360, monsieur le directeur général de Kipux Afrique. Alors, le dernier développement que vous venez de faire m'amène à insister sur le plaidoyer selon lequel il faudra tout mettre en œuvre pour que les infractions suivent, la notification suive les infractions. C'est-à-dire que quand on a commis une infraction à 18h pile, maximum à 18h05, on a la notification. À ce moment-là, il y aura moins d'incompréhension.